Vraiment Poutine, les talibans. C'est avec eux que la Russie a choisi de s'associer stratégiquement. Pas de suspense cette fois. La dernière décision de Poutine est tellement absurde qu'elle paraît incroyable. Mais c'est vrai, c'est le désespoir à l'état pur. Après la Corée du Nord, ce sont maintenant les talibans. Jusqu'où la Russie peut-elle chuter alors que Poutine cherche désespérément des alliés en touchant le fond puis en creusant encore? D'accord, alors examinons l'accord. Le 28 mai Politico a rapporté que la Russie et l'Afghanistan ont signé un accord de coopération militaire qui a été rédigé environ 1 an après que la Russie soit devenue l'un des premiers pays à reconnaître la prétendue légitimité du gouvernement taliban qui s'est installé dans le pays. La Russie affirme que les talibans ne sont plus un groupe terroriste. Ils dirigent un véritable gouvernement, et c'est avec ce gouvernement que la Russie souhaite renforcer ses liens. Mais jusqu'où ira ce rapprochement? Bien que la Russie et les talibans aient rapidement révélé qu'un accord existe, aucun des deux ne dit grand-chose sur ce que cela signifie réellement. Même lors du Forum international de la sécurité à Moscou, le ministre afghan de la Défense, Mohammad Yacoub, est resté aussi vague que possible. L'interaction avec la Russie est essentielle. L'Afghanistan et la Russie ont des liens historiques. Nous voulons avancer dans ce sens, a déclaré Yacoub sans en dire plus. Le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Choïgou, a simplement déclaré « Les pays occidentaux doivent débloquer les avoirs afghans gelés, reconnaître leurs responsabilités pour 20 ans de présence en Afghanistan et assumer le fardeau de la reconstruction post-conflit. Nous avons donc une raison à tout cela. La Russie vise l'Occident. Mais en ce qui concerne l'accord lui-même, tout ce que nous savons vraiment, c'est qu'il s'agit d'un accord de coopération militaro-technique, et qu'aucune des deux parties n'a publié le texte du document qu'elles ont signé. Sans ce texte, il est difficile d'évaluer la portée de ce nouvel accord, même si nous pouvons spéculer. Un accord de coopération militaro-technique peut inclure le transfert d'armes, le soutien logistique, la formation des troupes et d'autres aides. Cela pose problème, car les caisses de la Russie ne débordent pas actuellement. L'économie russe est en crise, au point que les services de renseignement suédois affirment que le pays falsifie ses données pour paraître plus puissant. Les Suédois affirment que la Russie fait face à un déficit budgétaire et une inflation supérieure aux annonces. La Russie n'a pas les moyens de soutenir les talibans. Elle ne peut fournir d'armes au régime afghan, car Poutine les réserve à sa campagne en Ukraine. Mais que cherche vraiment la Russie? Poutine souhaite envoyer un signal politique à l'Occident, comme le montre la déclaration de Choïgou. Ruslan Sulimanov, qui est expert au Centre Nest, déclare aux médias indépendants russes, The Insider, que toute forme de coopération militaire sérieuse est probablement exclue. Il s'agit plutôt d'une mesure symbolique pour montrer que Moscou n'abandonne pas les talibans à eux-mêmes, que cette coopération ne se limite pas à des paroles, mais se traduit aussi par des actes. En réalité, il n'y aura sans doute aucune alliance ou coalition militaire comme avec la Corée du Nord, affirme Sulimanov. The Independent indique aussi que Choïgou l'a confirmé. La Russie juge inacceptable la présence de structures militaires américaines ou de l'OTAN en Afghanistan ou dans les États voisins. Cela montre que la Russie cherche à se poser en défenseur des petits contre les grandes puissances occidentales. Quoi de neuf, hein, Poutine? C'est juste que cette fois, le petit, c'est un régime terroriste qui a déjà botté les fesses de la Russie par le passé. Poutine s'est fait un lit plein de puces, et il s'y allonge avec plaisir. La Russie doit obtenir plus que le simple plaisir de défier l'Occident dans cette affaire. Ce n'est sûrement pas des armes. Les talibans ont peu à offrir à la Russie pour soutenir Poutine dans sa guerre contre l'Ukraine. Comme le souligne Global Firepower, l'armée que les talibans ont créée en Afghanistan repose presque exclusivement sur des armes légères. Les talibans n'ont pas de marine, et n'utilisent donc pas de navires de guerre pour aider la Russie. L'Afghanistan possède au total 5 aéronefs, soit 2 avions de transport et 3 hélicoptères, donc la puissance aérienne est exclue. Les chars sont exclus, les talibans n'en possèdent pas. Il en va de même pour l'artillerie, selon Global Firepower, ce qui signifie que tout ce que les talibans pourraient offrir, ce sont des hommes et une poignée des 3902 véhicules que possède leur armée en matière d'équipement conventionnel. L'Alliance pour la défense antimissile indique que les talibans ont accès à quelques missiles, principalement des Stingers, Scud-B et SA-24 Igla-S, laissés par les campagnes soviétiques et américaines en Afghanistan. La RAND estime que 4500 équipements de ce type ont été abandonnés lors de ces deux conflits, mais beaucoup sont probablement utilisés, mal entretenus ou trop essentiels aux talibans pour être envoyés en Russie.
Les talibans montrent des signes d'utilisation de drones pour des attaques kamikazes, mais il est peu probable qu'ils puissent fournir à la Russie des drones que celle-ci ne possède pas déjà. Les talibans semblent vraiment profiter de cet accord. Radio Free Europe. Radio Liberty note que la Russie manque d'argent et d'équipements à fournir aux talibans, tandis que le régime afghan n'a pas de fonds pour acheter quoi que ce soit à la Russie. La croissance du produit intérieur brut, ou PIB, de 4,3%, observée en Afghanistan en 2025 est illusoire, car elle a été alimentée par le retour de citoyens dans le pays depuis le Pakistan et l'Iran. Le retour de plus de 2 millions d'Afghans dans leur pays a signifié que le PIB national devrait diminuer d'environ 4% selon la Banque mondiale. Mais avec cet accord, les talibans ont gagné une certaine légitimité en tant qu'entité géopolitique. Pas beaucoup. Cela reste les talibans, et le groupe figure toujours sur la liste des organisations terroristes de la plupart des pays. Mais il peut désormais prétendre avoir la Russie comme allié, non seulement sur le plan commercial, mais aussi sur le plan militaire. Pour la Russie, il y a au moins une tentative de préserver sa puissance en Asie centrale et en Extrême-Orient. En particulier, la Russie cherche un pays contrepoids à l'État islamique du Khorasan, qui a revendiqué un attentat terroriste dévastateur dans une salle de concert à Moscou, ayant coûté la vie à près de 150 personnes en mars 2024. Ce groupe reste actif en Russie, donc on dirait que Poutine se rapproche de terroristes pour en combattre d'autres. En outre, il y a aussi la question de l'influence. Après le retrait des États-Unis d'Afghanistan, la Russie tente de s'engouffrer dans la région pour profiter du vide laissé derrière. Tout cela paraît encore bien dérisoire. La seule autre raison possible pour laquelle la Russie pourrait vouloir conclure un accord comme celui-ci, c'est que Poutine pense qu'il pourrait obtenir de la main-d'œuvre des talibans, qu'il pourrait envoyer mourir sur les lignes de front en Ukraine. Il l'a déjà fait avec d'autres pays. La Corée du Nord a envoyé jusqu'à 15 000 soldats en Russie, entre l'automne 2024 et la fin de 2025, rapporte le Conseil des Relations étrangères. Cependant, les talibans ne sont pas beaucoup plus puissants en termes de main-d'œuvre qu'ils ne le sont avec leur équipement embarrassant. L'Afghanistan compte 75 000 militaires actifs et 90 000 autres membres des forces paramilitaires, dont la plupart sont nécessaires pour aider les talibans à maintenir leur emprise sur le pouvoir. C'est ainsi que fonctionnent les dictatures soutenues par l'armée. Vous ne pouvez pas les faire durer si vous envoyez vos meilleurs combattants mourir dans un autre pays. Comme l'explique Alexei Zakharov, chercheur à la Fondation de recherche observée en Inde, au journal The Independent, les talibans ne dirigent pas un Afghanistan stable. Les talibans font face à une instabilité grandissante dans le nord de l'Afghanistan et peinent à sécuriser la frontière sud avec le Pakistan, indique Zakharov, ajoutant que la Russie n'échangera probablement pas les armes envoyées à la Corée du Nord pour inciter les talibans à envoyer des soldats. Nous revenons à la nature réelle de cet accord, qu'on peut résumer en un mot. Désespoir. La Russie a signé un accord avec les talibans faute de pouvoir en conclure ailleurs. Cette histoire traite du déclin de l'influence géopolitique de Poutine et de ses effets sur la Russie. Nous expliquerons pourquoi dans un instant. Voici pourquoi nous faisons The Military Show, pour expliquer comment le pouvoir évolue vraiment, ou ici, comment il évolue à peine. Si vous appréciez cette vidéo, assurez-vous de vous abonner pour ne rien manquer de ce que nous allons publier ensuite. Commençons par l'évidence. La Russie s'est jetée dans les bras d'un vieil ennemi. Ses relations géopolitiques évoluent sans cesse. Les ennemis d'hier deviennent parfois des alliés, et inversement au fil de l'histoire. Ce que nous voyons dans cet accord entre la Russie et les talibans, c'est un président russe qui veut ramener son pays à la gloire de l'ancienne Union soviétique en établissant une relation avec une organisation que l'Union soviétique a tenté de détruire tout au long des années 80. La guerre de 10 ans entre l'Afghanistan et l'Union soviétique a coûté à la Russie 15 000 soldats. Pour toute autre nation, cela aurait suffi à la dissuader de conclure un accord comme celui signé par la Russie avec les talibans. Mais pour Poutine, 15 000 pertes représentent moins de la moitié de ce que la Russie subit en un mois en Ukraine actuellement. Alors peut-être que cela lui facilite la tâche pour passer l'éponge sur le passé. Ils ont humilié la Russie, ce qui ne sera dépassé que par la désastreuse campagne de Poutine en Ukraine. Le fait que le dirigeant russe signe et vante aussi facilement des accords de défense avec ce groupe montre à quel point la Russie a chuté sur la scène géopolitique. Actuellement, la Russie accepte presque tout gouvernement, même fragile, prêt à l'accueillir. La Corée du Nord posait déjà problème. Le traité de défense russo-nord-coréen de 2024 a suscité des questions sur les limites de Poutine pour trouver des alliés. Kim Jong-un et son gouvernement ont remboursé la Russie pour la technologie et l'argent reçu en fournissant les soldats mentionnés plus tôt. Poutine s'est montré prêt à tout pour gagner sa guerre en Ukraine, même à pactiser avec le diable.
Au moins la Corée du Nord avait quelque chose à offrir. Des soldats, des roquettes et du matériel militaire sont tous venus de Pyongyang, aussi bien avant qu'après la signature de l'accord de 2024. Pas plus tard qu'en décembre 2025, Kim Jong-un a confirmé que des troupes nord-coréennes opéraient toujours en Russie, où elles seraient apparemment chargées de déminer la région de Koursk. Mais la Russie n'aura rien de tel des talibans. Il n'y a pas de vrai donnant-donnant ici, ni d'échange d'argent ou de technologie contre troupes et matériel. Un accord qui montre que Poutine reconnaît ne plus avoir d'option. Ce n'est pas une attaque contre les États-Unis, ni une affaire de talibans soutenant la Russie contre l'Ukraine. Cet accord montre le dernier souffle d'un dirigeant russe, voyant son influence mondiale s'effondrer. Les dernières années ont contrarié Poutine dans sa volonté de placer la Russie au centre d'un nouvel ordre mondial. Chaque fois que Poutine soutient un régime, celui-ci semble s'effondrer. Nous l'avons vu en Syrie vers la fin de 2024. La chute du régime d'Assad a conduit la Russie à perdre énormément de prestige, car les armes et le soutien que Moscou avait fournis à ce régime n'ont absolument rien fait pour arrêter une rébellion qui a finalement poussé Bachar al-Assad à fuir pour sauver sa vie. Au Venezuela, Poutine faisait de Nicolás Maduro, le dictateur, un allié. Les relations russo-vénézuéliennes se sont intensifiées après l'invasion de l'Ukraine, selon le Centre d'analyse des politiques européennes, avec la signature d'un partenariat de 10 ans. Tout cela s'est effondré en poussière lorsque les États-Unis ont extrait Maduro du pays qu'ils dirigeaient, laissant Poutine sans allié clé en Amérique du Sud. Et après que l'opération Fureur épique a coûté la vie à l'ancien guide suprême iranien, Ali Khamenei, dans les premières 24 heures, Poutine a dû se demander vers qui il pourrait se tourner ensuite. Tous les alliés de la Russie étaient exclus de l'équation. Cela laisse à Poutine la Corée du Nord et maintenant les talibans en Afghanistan. Ce n'est sûrement pas une brochette de poids lourd géopolitique, même si la Russie veut le faire croire. Le manque d'influence mondiale de Poutine était déjà évident. Désormais, l'échec de la Russie apparaît clairement alors qu'elle signe un accord avec les talibans. Et comme Poutine l'a prouvé à chaque effondrement de ses alliances, la Russie semble incapable de faire quoi que ce soit face à la perte de son influence, à part tenir des discours. Aucune réelle tentative n'a été faite pour établir des régimes pro-russes en Syrie, au Venezuela ou en Iran. La Russie n'a tout simplement plus ce genre d'influence. Un ordre régional fragmenté ne peut désormais être renforcé qu'en s'alliant avec des régimes qui se sont opposés à la Russie par le passé. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est le désespoir d'un dirigeant qui sait que le temps est compté pour son règne. Mais qu'en est-il de la Chine, me direz-vous ? C'est un allié majeur sur lequel Poutine peut compter. Dans une certaine mesure, la Chine a fourni à la Russie des composants à double usage, souvent présents dans les armes et drones utilisés en Ukraine. Il est également vrai que la Chine est le plus grand acheteur mondial de pétrole russe, ce qui permet à l'argent d'affluer dans le trésor de guerre de Poutine. Mais Xi Jinping n'est pas l'allié espéré par Poutine. La Chine n'a pas signé d'accords de défense similaires à ceux entre la Russie et les talibans. Poutine ne peut pas juste obtenir ce dont il a besoin de la Chine d'un claquement de doigts. Cela s'est vu lors de la visite diplomatique de Poutine à Pékin en mai. Malgré la signature de plus de 20 accords sur la technologie et le commerce selon la BBC, la visite s'est terminée sans progrès pour le gazoduc voulu par Poutine entre la Russie et la Chine. Poutine doit admettre que la Chine ne voit pas vraiment la Russie comme un allié. Pékin voit Moscou comme un outil servant à obtenir du pétrole bon marché et à mener des manœuvres géopolitiques. Les outils sont jetés quand ils ne servent plus. Poutine sait que Xi détient tout le pouvoir dans la relation entre la Russie et la Chine, et Xi pourrait très facilement couper les ponts sans subir de véritables conséquences si Poutine fait quelque chose pour l'énerver. Toute cette relation se fait aux conditions de la Chine, car la Russie ne représente que 4% du commerce international de la Chine, alors même que Pékin est absolument crucial pour les plans de Poutine. La Chine peut survivre, et probablement même prospérer sans la Russie. On ne peut pas en dire autant dans l'autre sens. La Russie n'a parmi les grands acteurs qu'une relation unilatérale et des effondrements de leadership, ce qui explique l'accord avec les talibans. Si ce n'était pas déjà assez humiliant pour Poutine d'avoir dû aller aussi loin pour trouver un allié, le dernier accord de la Russie intervient, alors que l'Ukraine est en train de devenir un acteur majeur au Moyen-Orient. La Russie cherche à se protéger en Asie centrale, tandis que l'Ukraine signe des accords de défense de 10 ans avec l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Et l'Ukraine tire vraiment profit de ces accords. Les nations du Golfe, attaquées par les mêmes drones Shahid que la Russie emploie contre l'Ukraine, échangent pétrole, argent et possiblement du matériel militaire contre l'expertise ukrainienne pour gérer ces drones.
Ce contraste montre combien la Russie décline dans la hiérarchie mondiale. Poutine signe des accords inutiles pour la Russie afin d'obtenir un allié indésirable. L'Ukraine signe des accords où elle est un partenaire à part entière, reconnu pour sa capacité à aider les grandes nations à se protéger. Ces deux choses ne sont pas les mêmes. L'accord de la Russie avec les talibans n'apporte rien à la Russie, mais permet aux talibans de prétendre diriger un gouvernement légitime. Poutine est plus faible que jamais, a affirmé la responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Kaja Kallas, le 11 mai, et il l'a confirmé par cet accord. La Russie quémande sur la scène géopolitique alors que l'Ukraine a pris une place qu'elle n'était jamais censée occuper. Les talibans ne sont pas un partenaire sérieux pour la Russie. Ils montrent simplement que la Russie est tombée si bas qu'elle pourrait ne jamais se relever. Et nous savons avec certitude que les talibans ne pourront rien faire pour aider la Russie à inverser la trajectoire qu'elle suit actuellement en Ukraine. Tandis que Poutine signe avec des régimes isolés, l'Ukraine pratique aussi un certain isolement. Cet isolement survient uniquement en Crimée occupée. Le pont terrestre vital de la Russie vers la péninsule de Crimée a été coupé, laissant 1,5 million de Russes chercher de l'aide auprès de leurs dirigeants affaiblis. Cela fait partie du plan de l'Ukraine pour reprendre la Crimée. Découvrez pourquoi dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à The Military Show pour pouvoir suivre davantage notre couverture des derniers développements en géopolitique. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.